inférieur aux États-Unis par rapport à leur en moyenne. 50%. C'est absolument énorme comme avantage comparatif pour les Américains. Donc il y a un vrai problème de l'énergie en Europe, d'où le débat, à mon avis, relancé sur le gaz de schiste en France, immanquablement, qui arrive. Les conséquences sont géostratégiques folles. Je vous disais, je parlais de la mondialisation, aussi du retour de balancier sur les délocalisations. L'énergie là, c'est peut-être une séparation du monde très différente de celle que nous avions. Si les États-Unis sont en 2030 en excédent énergétique, s'ils commencent à exporter du pétrole, pour être en autoconsommation, ils n'en achèteront plus du Moyen-Orient. 90% du pétrole du Moyen-Orient ira en Asie, en Chine, en Inde, etc. Et l'Europe sera dépendante du gaz russe. Vous voyez un peu la géostratégie que ça, les États-Unis s'enferment sur eux-mêmes et sur leur continent. L'Asie nous a piqué le Moyen-Orient, par les clairs, et nous on se retrouve face aux Russes. Ça peut être inquiétant. Ça peut. Donc là aussi, la géostratégie mondiale n'est pas du tout stabilisée avec l'Asie du monde et l'Europe s'incline, etc. Tout est mouvant. Même à ce niveau-là, qui aurait dit il y a 10 ans que le gaz de schiste allait changer la face du monde? Il change la face du monde. Alors, je parlais de l'Asie à l'instant. La Chine. Alors la Chine, c'est vraiment très intéressant ce qui vient de se passer, ce changement de tête, là, tous les dirigeants, génération nouvelle, les fils de princes, donc les fils de ceux qui ont des héros de la révolution maoïste. Moi, ça fait 30 ans que la Chine fait des réformes à toute vitesse, qu'elle se développe en moyenne annuelle de développement de la Chine depuis 30 ans, 9,9. Absolument inédit. Jamais aucun pays n'a fait ça. 9,9% par an. Est-ce que ça va continuer? Les Chinois sont tombés à 7,7%. Est-ce que ça va continuer? Ceux qui disent oui, beaucoup d'arguments. C'est un régime qui a fait preuve d'une incroyable intelligence de l'adaptation. Magnifique. Est-ce que ça va continuer? Peut-être. C'est un pays qui a encore des ressources de développement de ses masses paysannes, il en reste encore pour faire venir dans le pays, pour essayer d'un peu contenir les salaires, pour que l'industrie continue de vivre. C'est un pays qui investit dans l'université, dans la recherche et développement, je l'ai dit tout à l'heure, qui cette semaine, toutes les semaines, on voit des choses. Cette semaine, il y a un salon aéronautique en Chine, il n'y a aucun modèle d'avion qui leur fait peur. Ils vont attaquer tous les créneaux. Donc on voit bien l'ambition chinoise. Moi, je vous avoue que j'ai un petit doute sur cette capacité à encore diriger aussi facilement, je veux dire, avec autant d'intelligence, autant de constance, qui est due à cette enquête du New York Times sur la fortune du Premier ministre Wen. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il aurait 2,7 milliards de dollars dans cette maison. 2,7 milliards de dollars. Alors, moi, c'était une surprise. Plein de surprises là-dedans. Un, que le New York Times réussisse à enquêter en Chine. Bravo le journaliste. Magnifique travail. Deux, on pensait que la corruption était limitée aux dirigeants locaux, mais que les dirigeants de Pékin, dans l'unité centrale du système, étaient eux, au contraire, propres, et qu'ils laissaient faire la corruption au niveau local pour pouvoir contrôler le pays. Sinon, c'était pas possible. C'était juste une sorte de corruption nécessaire. Si c'est vrai au niveau central, d'un seul coup, je me dis, ce n'est pas la corruption en tant que telle, mais ils sont forcément en train de défendre des intérêts propres qui sont extrêmement lourds, des milliards de dollars, et qui, peut-être, au moment où
les réseaux sociaux se développent en Chine, avec aussi, comme ailleurs, un besoin de transparence et un besoin de connaissance, va peut-être troubler les choses. Je n'en sais rien, je pose des questions. Alors peut-être qu'il faut, comme on me dit que j'ai plus que 2 minutes, 3, il faut que j'accélère. Je ne vais pas revenir sur l'Europe. Simplement pour vous dire que mon sentiment, et il ne faut pas être trop pessimiste sur l'Europe, je l'étais beaucoup avant l'été, puis je pense que les décisions qui ont été prises montrent que dans le mode du flou, les hommes politiques quand même avancent. Les décisions qui ont été prises par la Banque centrale, par le Conseil européen, a permis des changements énormes, montrent que la gauche avance dans la bonne direction. Il reste tout à régler. Qu'est-ce qu'on va produire en Grèce, en parlant des huiles d'olive, et encore l'huile d'olive est raffinée en Italie. Qu'est-ce qu'on va produire en France? Qu'est-ce qu'on va produire dans les différents pays européens face dans cette mondialisation qui se développe? C'est la première question. Quelle union politique pour rendre enfin démocratique, enfin adaptée à la démocratie européenne? C'est une démocratie européenne. Je crois vraiment que c'est l'heure de la démocratie dans le monde entier, et l'Europe, ce serait l'heure de l'Europe si on arrivait à faire fonctionner ce système, parce que nous sommes le continent, je dirais, de la dignité humaine, nous sommes le continent du compromis, le continent où on écoute les plus faibles. C'est l'avenir, c'est dans un monde, comme je le décrivais, biologique, il faut s'auto-organiser, il faut pouvoir compter sur tout le monde, y compris les petits. Si on arrive. Donc l'Europe a toutes les chances dans le monde. Je vous invite à ne pas être pessimiste sur l'Europe, même si tout nous encourage à l'être, évidemment. Et puis, je vais peut-être m'arrêter, je vais pas. Est-ce que je parle de la France ou me laissez... Oui. Monsieur Le Boucher, merci beaucoup. Je vais inviter d'autres grands témoins pour participer à ce débat dont le titre est « Le développement au cœur des territoires ». On va tout de suite en savoir plus avec Philippe Briand, président fondateur de Citia Immobilier, Christian Grelier, directeur de l'innovation chez Bouygues Immobilier, Éric Le Boucher, bien sûr, Jean-Pierre Adam, directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier, Christian Louis-Victor, le président de l'ESPI, pour répondre à mes questions. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Bienvenue, messieurs. Alors, tout de suite, une question pour éviter les ambiguïtés. On va commencer par une définition. Le développement au cœur des territoires. Pourquoi ne dit-on pas développement au cœur des régions? Quelle est la différence pour vous, Président? Parce que la France est une somme de territoires, mais pas forcément de régions. Parce que dans ces territoires, il y a une notion de culture, de goût, de choses, si vous voulez, à la fois très gustatives, bien comme bordelais, gustative, mais aussi, si vous voulez, de valeurs qui dépassent une organisation purement administrative et politique. Donc le territoire me paraît pour dire mieux un pays, un vieux pays comme la France. Vous partagez cette vision des choses, messieurs, monsieur? Oui, tout à fait. On se rend compte, effectivement, les aménagements aujourd'hui, c'est le territoire, c'est la commune, c'est la ville, hein, qui est le maillon pertinent, et c'est celui-là qu'on travaille en ce moment sur les projets. Alors pourquoi dans votre profession en particulier c'est important d'être proche du terrain, d'être proche de ce territoire? Petit tour d'horizon, vous avez la parole, monsieur. Bonsoir à tous. Représentant de Crédit Agricole, qui est une banque quand même très ancrée dans le territoire, dans le terrain, je pense que nous rejoignons aussi cette volonté pour tous les gens qui vont acheter des appartements, qui vont aller dans des bureaux, y travailler. Je pense que c'est important qu'il y ait une adaptation totale de ce produit, puisqu'on fabrique des produits, avec son territoire. Je pense que ça serait une erreur, et tout le monde le sait ici autour de cette table ou dans la salle, que si vous construisez à 2 pâtés de maison, c'est pas le même prix de vente, et c'est pas donc le même prix de recette pour votre portefeuille. Philippe Briand, vous connaissez bien, vous, le territoire français dans sa globalité. Vous avez plus d'une centaine d'agences. Hein. Oui, on est implanté dans une centaine de villes maintenant. La région, c'est une définition administrative.
c'est devenu complètement administratif. D'ailleurs, on se pose souvent la question en France de savoir si on ne devrait pas retravailler nos régions. On en a beaucoup par rapport aux pays qui nous entourent. On en a trop, probablement que la bonne taille, ce serait d'en avoir environ 9, donc elles n'ont pas de poids économique suffisamment fort. Et puis au sein des régions, il y a les villes, il y a les départements fondés par Napoléon, hein, c'est le découpage des années 1800. Et moi je constate une chose, je me suis planté une fois dans mon développement, parce que sur un développement à Nice, j'avais fait venir quelqu'un de Paris. Et en fait, il n'était pas du territoire. Et on s'est aperçu de la sensibilité des hommes à travers le territoire. Finalement, quand on se trouve en Alsace, et qu'on connaît le tempérament, la susceptibilité des Alsaciens, qui paraissent pourtant si durs, si décidés, mais qui sont si sensibles, ou quand on est dans la région de Marseille, on va trouver un autre type de population, une faconde beaucoup plus forte. Ben, on s'aperçoit qu'il faut respecter ces territoires, parce que sinon on s'implante mal, et on commet des erreurs. Et c'est extraordinaire, c'est De Gaulle qui disait ça, comment gouverner un pays dans lequel il y a autant de sortes de fromages. Et bien c'est ça, c'est une vraie difficulté, il faut respecter chacune des traditions. Et un mot qu'on a un peu oublié, c'est ça, c'est le respect. Quand on s'implante quelque part, d'abord on découvre, on écoute, on s'adapte, et quand on fait ça, on apprend. Enfin, il y a de la rentabilité derrière, on attend un retour sur investissement, l'écoute ça prend du temps. Ben, l'écoute ça prend du temps, mais tout dépend des perspectives que vous avez. Moi, j'ai une entreprise qui est ma propriété. Notre vision, c'est de se développer et de progresser. Et il y a deux cas de figure. Alors, je fais gaffe, parce qu'à côté de moi, j'ai le taulier des échos. Il ne faudrait pas que je dise de bêtises en économie. Sinon, je sens qu'il va me sanctionner. On va réagir, monsieur le Boucher. Non, parce que je l'ai vu tout à l'heure, il était noir. Hein. Vous avez vu la crise. Moi, je vous dis qu'il faut garder une dose d'optimisme à travers ça en permanence. Parce qu'avec l'optimisme, on peut lever des montagnes. Et ça, je crois beaucoup à ça. Alors, réaction, monsieur le Boucher, est-ce que vous êtes optimiste pour les territoires? Mais quand vous regardez le résultat de 30 ans de décentralisation, c'est une réussite. C'est vrai que les plus anciens d'entre vous se souviennent en fait, la France c'était Paris. La France se développait Paris. Tout le monde, quand vous voulez réussir dans la vie, on allait à Paris, comme sous Louis XIV. Et la décentralisation a changé, et elle a même inversé de façon un peu dramatique les choses. C'est que Nantes s'est développé, Lyon s'est développé, Bordeaux s'est développé, Lille s'est développé. Bon, je ne vais pas faire le tour de toutes les villes qui se sont développées, il n'y a que Marseille qui a un peu de retard, disons pour simplifier. Et Paris, l'Île-de-France, je ne parle pas que de Paris, l'Île-de-France, c'était tout le projet de Nicolas Sarkozy, pour moi c'était un excellent projet, a un énorme problème global d'investissement et de développement. Donc la décentralisation a permis à des villes de fleurir, et aujourd'hui, c'est vrai que quand on va dans les métropoles de province, elles sont fleuries, elles sont chacune originales, et ça marche. Et c'est vrai qu'on trouve là-bas plus d'optimisme qu'on en trouve ici en Île-de-France, où on a l'impression que ça marche beaucoup. On va faire réagir nos amis de Bouygues Immobilier et du Crédit Agricole Immobilier qui connaissent bien les territoires, le terrain, c'est ce qui fait votre valeur ajoutée. Oui, tout à fait. De toute façon, Bouygues Immobilier est organisé en 3 agences, et c'est pour être très proche du terrain, effectivement. Donc, pour prendre 2 exemples, quand on vend des appartements à Bayonne, c'est que des gens de l'extérieur de Bayonne qui achètent. Quand on vend à Grenoble, c'est 100% de Grenoblois. Donc il faut adapter les produits, il faut adapter la façon de commercialiser notre offre au territoire. Hein, donc il y a cette présence des promoteurs et de toute la profession immobilière proche du terrain est indispensable. C'est pour ça que l'esprit, quand elle s'implante à Nantes et à Marseille, c'est à mon avis une dynamique très, très positive parce que ça permet de former des collaborateurs qui sont très proches du terrain sur des villes qui se développent très, très rapidement. Du côté du Crédit Agricole, il y a cette notion d'utilité, utilité au territoire, c'est-à-dire ce qui arrive d'un côté repart de l'autre, mais c'est à 2 pas de chez moi, c'est ça? Oui, c'est toujours le bon sens en tout cas. En tout cas, on essaye, même par ces temps un peu difficiles et troubles. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, sur la notion de territoire et de proximité, il ne faut pas oublier que le Crédit Agricole, c'est le premier emprunt, enfin, première banque de financement de l'immobilier, à la fois au travers des particuliers, bien sûr, mais aussi au travers des promoteurs. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe dans
dans cette action-là, il se passe une fonction très importante de confiance entre un promoteur, un acquéreur et son banquier qui va lui prêter de l'argent. Et cette confiance-là, elle ne peut naître que par la proximité. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on achète des appartements sur le Bon Coin, parce que je pense que c'est une bonne idée, qu'on va trouver ça sur plus près de moi, mon prêt, mais en fin de compte, la relation de confiance sur quelqu'un qui va vous prêter est importante. Et ça ne peut naître que dans une proximité de territoire, c'est ce qui a fait la fortune de mon employeur en tout cas, sa réussite, mais avec une exception tout à fait particulière, c'est que je vous rappellerai que les caisses régionales qui pilotent l'ensemble du groupe, puisque nous sommes un groupe mutualiste, est géré par des gens qui sont élus dans chacune de ces caisses régionales, qui sont des gens qui ne sont pas des salariés de la banque, et qui renouvellent leur mandat régulièrement pour piloter la stratégie du groupe. C'est important aussi de savoir ça, savoir que c'est géré comme une fédération sportive un peu, et que ça entraîne évidemment des devoirs de territoire, des devoirs et des obligations vis-à-vis des gens qui nous entourent. Alors Philippe Briand semble vouloir réagir, ensuite on demandera la question de Victor également. Juste un mot sur le crédit agricole. Non, mais n'ayez pas peur. Non, juste un mot sur le crédit agricole, parce que moi j'ai vécu une vie d'entrepreneur, je me suis développé, et je me suis développé parce qu'il y avait des banques régionales. Voilà. C'est-à-dire qu'on était tellement petits, tellement incertains, tellement naissants, que les grandes banques nationales n'avaient pas à les convaincre. Et d'ailleurs, le centre de décision n'était pas là, il fallait faire des dossiers, ça remontait à Paris. La force des régions, du crédit agricole, du crédit mutuel, des banques populaires, c'est que les interlocuteurs, ils vous connaissent. Ils restent longtemps, ils progressent avec vous, et on arrive à faire des choses. Et moi, je voudrais rendre un grand coup de chapeau à ces banques mutualistes, là, parce que quelquefois, il y a la folie des grandeurs en France. On voulait toujours faire des grands groupes, mais on a un maillage de banques locales et territoriales. Je vous le dis, si un jour vous mettez à vos comptes, c'est eux qu'il faut aller voir, parce que vraiment, ils connaissent bien le territoire, ils font ce qu'il faut pour vous aider quand il y a besoin. Vous allez peut-être, pourquoi pas, demander. Donc je pense qu'il fait partie des 1 Français sur 3 qui ont un compte au Crédit Agricole. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Demandez à M. Briand s'il a un compte, en tout cas il faudra en ouvrir un rapidement. Hein. Je pense que vous êtes tout à fait mûr. Réaction, Président. La réaction, si vous voulez, en fin de compte, nous ne sommes pas trompés quand avec le directeur, le père, qui était le précédent directeur, qui a précédé M. Boulet, nous avons décidé de sortir de l'impasse du Montonnerre, qui était le lieu de création de l'école, qui n'était pas une impasse intellectuelle, parce que uniquement un lieu géographique. Nous nous sommes délocalisés déjà au sein de Paris même, au plateau de Beaugrenelle, pour changer d'arrondissement, l'impasse qui est sur un plateau. Et puis ensuite, nous avons décidé effectivement d'aller à Nantes, et puis de Nantes effectivement à Marseille. Il est bien évident que l'immobilier est un des éléments structurants de l'économie locale. Qui dit territorialisation, dit forcément des besoins spécifiques en matière de logement, en matière de bureaux, etc. Et donc il est complètement évident que l'immobilier habille la France en général, elle l'habille esthétiquement, mais elle l'habille aussi par l'habillage économique qu'elle apporte là où elle est. Et c'est une activité qui en plus a une emprise très forte, je dirais, dans des territoires même limités, au niveau de l'emploi, au niveau de la dynamique qui peut se créer financière autour, etc. Donc nous sommes parfaitement intégrés, l'immobilier, dans une politique territoriale intelligente. Monsieur Briand, vous allez nous raconter quelle était votre stratégie pour vous implanter. Vous parlez de respect, ça ce sont des valeurs, mais comment vous décidez de vous implanter dans telle ville et pas une autre? Est-ce qu'il y a des priorités dans vos choix? Quelle a été la progression de votre raisonnement? On n'a aucune priorité et il n'y a eu aucun raisonnement. Au moins c'est clair, mais ça marche. Le fond de l'affaire, c'est que la stratégie, Citia, ça a commencé tout petit. Moi, j'ai commencé en 90 en reprenant un administrateur de biens à qui j'avais confié mes 4 studios et qui ne me payait pas. Et je dis, c'est pourtant pas un métier difficile. T'encaisses des sous, tu prends ta ligne et puis tu les reverses. Il n'y arrivait pas, alors j'ai repris le cabinet. On était 5. C'était la pire affaire de ma vie. Il y avait un trou de caisse à l'intérieur de 2,5 millions de francs. Il a fallu que j'apprenne immédiatement à voir comment on pouvait remettre ça. Il y avait déjà la caisse de garantie qui me courait après, en disant mais il y a pas les fonds mandants. Enfin, merci. Ça fait ça. Et puis après, on a eu des opportunités. Et dans la vie, c'est ça. Je crois que vous disiez que le monde, il change, il bouge énormément. Il ne faut pas être figé. On a eu l'opportunité, on gérait un truc au Mans, de se dire tiens,
Au Mans, on pourrait aller trouver une petite agence. Et on a trouvé une très grosse agence, et là on a appris au Mans. Et puis après on a eu l'opportunité d'aller à Paris. Et c'était la rencontre avec les gens qui vendaient, ça se passait pas. On avait confiance, on n'avait pas confiance. Et puis on a dit on n'ira jamais sur la Côte d'Azur. Parce que là-bas il n'y a que des voyous. Oh là, Marseille, Cannes, Nice, ils trichent aux élections, ça vaut. Et la troisième implantation, elle était à Cannes. Et puis après on a fait Nice. Et puis aujourd'hui on est dans les tout premiers à Cannes, à Nice, à Fréjus, etc. Ce sont des opportunités. Dans la vie, il faut être souple. Et quand on est souple et qu'on est réactif, on arrive à faire des choses. Et donc le seul truc qui comptait, c'était la relation de confiance avec le vendeur, la manière dont on allait pouvoir faire les choses, et puis on se sentait bien. Et on se développait comme ça. Et finalement, quand vous achetez une société, celui qui vend, c'est énorme pour lui. Parce qu'on voit toujours que l'aspect financier, mais en fait c'est une vie. Beaucoup d'administrateurs de biens qu'on a pris, ils ont commencé sur une table avec une toile cirée, ils mettaient sous enveloppe et ils envoyaient les plis. Et donc au moment de la cession, certes ça vaut un peu de sous, mais c'est toute leur vie qui se passe à ce moment-là. Et s'ils sentent que vous faites bien les choses, que vous les respectez, que vous continuez la tradition, on a piqué des déchets à corps par exemple, on fait des petits cadres, on raconte l'histoire du cabinet, on met la photo des fondateurs, on explique comment on a réussi à se marier un jour. Quand vous respectez tout ça, nos meilleurs promoteurs, ce sont eux. Et quand un ADB a vendu, il a toujours un copain qui a à peu près le même âge, et il dit comment ça s'est passé pour toi. Et quand il lui dit oh, j'ai vendu le prix, puis j'ai pas eu d'emmerde, et ben vous avez de grandes chances que le deuxième il vient d'ouvrir. Voilà un bel exemple qui mérite vos applaudissements. Vous y croyez, vous êtes des chefs d'entreprise qui marchent à l'opportunité sans stratégie? Si les hommes politiques pouvaient suivre un peu cet empirisme, cette faculté à écouter ce que le prédécesseur a fait et de retenir ce qu'il y a de bien, on n'en serait peut-être pas là. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, président, qui connaît bien la caisse de garantie, mais aussi depuis par une amitié qui nous a liés économiquement et dans le business avec Philippe Briand. Je dirais qu'il y a une formule qui lui va bien, mais qui va bien aussi au chef d'entreprise créateur. C'est décider dans le doute et agir dans la certitude. Et je crois que c'est ça, la bonne formule pour un chef d'entreprise en France. messieurs, on va évoquer un peu l'avenir maintenant avec vous, à moins que vous vouliez rebondir sur ce qui était dit et ces opportunités, mais quels seront les territoires à fort potentiel de demain vous concernant? Comme tout le monde a donné son petit dicton, il y a un dicton dans le groupe, oui, qui dit que pour être opportuniste, effectivement, c'est pas parce qu'on va à la chasse au sanglier qu'il faut s'interdire de tirer le lapin. Donc il faut vraiment saisir toutes les opportunités, hein, c'est un peu la lumière. Les territoires de demain, monsieur l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est le monde est d'une agilité, d'une évolution tellement rapide. On a un besoin de nos clients maintenant d'une confiance, même d'une transparence, que l'innovation est indispensable dans nos métiers. Et il va falloir répondre et tenir nos promesses, et aller même au-delà, aller peut-être sur des garanties. Hein, quelqu'un parlait de verdissement tout à l'heure, il va falloir aller sur des garanties de performance énergétique. On commence déjà à le faire sur les immeubles de bureaux, et tous nos clients nous le demandent. Il va falloir demain aller peut-être la même chose au niveau des logements et au niveau des quartiers. Et ça change considérablement nos métiers, et on a besoin des talents des élèves que vous formez pour à la fois avoir cette expérience de l'immobilier et puis comprendre comment les générations de demain vont consommer les produits immobiliers avec la même exigence que tout ce qu'ils ont autour d'eux, avec la même qualité de relation. Et ils ne pourront pas imaginer que la plupart de nos clients, c'est un tiers de leur salaire pendant 20 ans, hein, pour la plupart d'entre eux. Il faut que pour cet engagement qu'ils prendront certainement qu'une fois dans leur vie, on leur amène derrière, avec des outils qu'on a à notre service, une qualité et une exigence dans les produits qu'on va leur délivrer, qui soit à un niveau d'excellence encore plus fort qu'aujourd'hui. Jean-Pierre, alors peut-être sur les territoires à fort potentiel, et ensuite un dernier tour d'horizon, conclusion de chacun d'entre vous. On vous écoute. Bah, écoutez, je crois que les territoires, ils sont assez connus aujourd'hui. Je pense que, sans être tout à fait pessimiste par rapport à ce que nous dit les Échos aujourd'hui, il faut quand même être assez réaliste. Il faut s'apercevoir que si l'année 2012 a bien vécu sur le cellier pour le logement, l'année 2013 s'annonce quand même un peu plus difficile. Je pense qu'il serait malhonnête de ne pas le penser. Bien qu'on soit dans une salle qui est consacrée à la musique, j'aurais
mauvais genre de vous jouer du pipeau, hein, excusez-moi. Donc je crois qu'il faut être très clair par rapport à ça. Et donc l'avenir de nos villes, et parce que je pense que aux villes pour les constructions, à la fois les concentrations, ça passe aussi par le développement des investissements qui sont des investissements publics. Je pense que à la fois par l'Europe, à la fois par les investissements publics qu'on pourrait faire, bien ajustés. C'est-à-dire qu'on est dans une période de restriction des engagements financiers des pouvoirs publics. Il va falloir bien les juger et bien les mettre là où il faut. À quoi ça sert de construire des logements si finalement il n'y a aucun moyen de transport pour les desservir? Donc il faut effectivement que les uns, les autres, les élus, les pouvoirs publics et les constructeurs, les promoteurs, les financiers, évidemment tous ces gens-là se donnent la main pour aller dans les territoires qui sont les plus productifs pour le pays en ce moment. Et je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire par rapport à ça. 2013 sera difficile, mais on a tous vécu des crises dans l'immobilier. On est tous là pour les encaisser. Vous, alors la nouvelle promotion qui arrive sur le monde du travail, ça risque d'être pas facile évidemment, mais je suis arrivé dans une période qui était aussi difficile que celle-là, voire pire. Donc il faut être très optimiste. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera donc votre conclusion. J'ai une petite conclusion complémentaire, alors, parce que je m'adresse aux étudiants. Je leur dirais peut-être trois choses, enfin deux choses en tout cas. Pour ce qui est de votre métier, votre futur métier, je pense dans un premier temps, soyez d'abord curieux. La curiosité dans le monde de l'immobilier, c'est une des vertus principales. Regardez ce qui se passe, soyez curieux. Le monde, comme on dit, change. Et demain, vous vendrez peut-être plus sur Internet ou sur je ne sais trop quoi, parce qu'Internet sera totalement dépassé. Soyez curieux. Deuxièmement, je pense qu'il faut que vous ayez un sentiment de passion. C'est un métier de passion. On ne fait pas ça comme ça. Moi, j'ai fait une autre école, enfin, qui n'a rien à voir avec la vôtre, mais peu importe. Il faut être passionné par son métier, sans quoi on se sent mal. Et enfin, le troisième conseil, qui est vraiment un conseil d'ancien, amusez-vous. Surtout, prenez du plaisir dans le métier que vous faites. Amusez-vous. Sinon, c'est pas la peine de faire son métier. Et c'est très important de le rappeler, on travaille aussi pour se faire plaisir. Conclusion des uns et des autres. On commence par le président. Bien, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de bon et de mauvais territoire. Regardez ce qui s'est passé en Bretagne, qui n'était pas au niveau de la construction et de l'immobilier une région phare. L'intelligence bretonne, si vous voulez, a su, au travers du génie génétique, de l'agroalimentaire, ça a développé toute une activité très territoriale qui a nécessité des investissements spécifiques et donc une éclosion d'un immobilier qui était devenu fort, idem dans les pays de la Loire. Donc, je rejoins complètement ce qu'a dit notre ami Eric Le Boucher. Nous sommes dans un monde en perpétuelle, je dirais, mutation, et il faut pouvoir s'inscrire dans cette dynamique d'évolution. Il n'y a surtout pas de révolution, mais des évolutions. Voilà, il faut couper le R de révolution, ça ne sert à rien, on vient au point de départ, c'est le revolvere en latin qui dit au point de départ de la grosse partie et on perd du temps, et avec des hommes, etc., l'intelligence, ça ne sert à rien. Voilà, donc tout s'inscrit dans une capacité à s'intégrer dans le mouvement. Et pour ça aussi, ce qu'il faut savoir au niveau national, et je parle devant un grand élu de la nation, je parlerai tout à l'heure, il nous faut aussi une politique d'aménagement du territoire. Ce qu'a fait le général de Gaulle avec Georges Pompidou, avec une certaine forme de continuité hésitante jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, c'était effectivement cette nécessité de structurer le pays, non pas d'un système veineux qui irrigue l'ensemble du territoire, mais autoroutier, routier, voies ferrées, voies navigables, transport aérien, qui fait qu'aucune zone, en fin de compte, de ce pays n'était une zone, je dirais, une sous-zone en matière d'activité. Là où passent les autoroutes, les routes, les moyens de transport, les hommes s'y installent et ils prospèrent avec leur intelligence. Monsieur Brégan. Écoute, je souscris à ce que tu dis avec un mot, c'est toutes les régions sont belles. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Le Boucher, il y a eu la décentralisation, ça a bien marché en France. Et après, dans les régions, il y a le talent des hommes. Moi, je fais deux métiers. Je fais de la politique et j'administre un groupe d'administration de biens. Je vais vous dire, intéressez-vous à la politique. Il y a des territoires qui sont développés mieux que d'autres territoires, alors qu'initialement, ils avaient moins d'acquis. Mais il y avait du talent des hommes. Ils ont réussi à faire quelque chose. Je vais en prendre un qui est pas de chez moi, Georges Frêche. Il était complètement insupportable, celui-ci, Georges Frêche. Tellement pas supportable que dans son parti, ils l'ont foutu dehors. Enfin, pas trop longtemps, parce qu'ils en avaient quand même besoin pour tenir le territoire. Il faut voir comment est-ce qu'il a transformé et développé Montpellier. Il a cannibalisé autour de lui, et il a développé cette commune. Et maintenant, Montpellier va aller jusqu'à la mer. Il y a des territoires
celui qui s'est battu à Toulouse pour faire en sorte que ADS puisse s'implanter, se développer et faire plus 15 000 habitants par an. C'est une petite ville moyenne en plus, dans l'agglomération de Toulouse. C'était M. Baudis. Et donc, le talent, l'énergie et l'envie, ça compte. Sinon, tous les territoires sont beaux, et le plus beau des territoires, c'est celui dans lequel vous vous sentez bien. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, dans la vie, l'important pour être heureux, c'est de bien s'y sentir. Allez, Eric Le Boucher, on terminera, on donnera la parole à Guy Bollier. Non, moi je ne sais pas répondre à la question quels sont les territoires d'opportunité. Je crois qu'il y en a un dans son ensemble, c'est le territoire France. Les industriels ont obtenu, on peut en discuter, un choc de compétitivité. Je pense que vous devriez réclamer, ne pas céder à obtenir un choc d'offres dans le bâtiment et l'immobilier. Il y en a besoin en France, c'est évident, et on sait ce qu'il y a dedans. On sait ce qu'il y aurait dedans. Je vais vite, mais un assouplissement des règles d'urbanisme, des normes de construction allégées, la construction de neufs facilitée dans les grandes agglomérations, des infrastructures de transport, vous l'avez dit, et des logements sociaux, je pense qu'il y a des moyens de le faire. Donc on connaît le contenu de ce choc d'offres. Je crois que vous devriez essayer de militer, de vous unir pour l'obtenir. Il y a toutes les raisons économiques pour qu'on l'obtienne. Merci. Christian Bollier, c'est à vous. Donc moi, j'ai répété ce que j'ai dit tout à l'heure. Certainement que le métier demain de promoteur immobilier va évoluer, restera sur des fondamentaux. Donc il faut que vous sachiez vous adapter, il faut faire votre métier avec passion. Puis je vais terminer sur un message personnel. Je représente aujourd'hui Bouygues Immobilier à la place de Laurent de Guyane, que vous connaissez tous. Moi, j'ai pas fait l'ESPI, mais comme il a parlé de l'ESPI, j'ai qu'une seule envie, c'est de venir, parce qu'il est à la fois passionné, enthousiaste, et puis il porte l'ESPI dans tous ses ports, et il est à l'autre bout du monde, mais il vous salue, il aurait voulu être avec vous ce soir. Eh bien, merci infiniment. Merci à tous les invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Philippe Briand, question Louis-Victor, vous allez rester avec nous, puisque vous le savez, Philippe Briand est donc le parrain de cette année. Je vais vous demander, M. Briand, de prendre place, de vous mettre debout derrière le public, aux côtés de Christian Louis-Victor. Merci, nous allons pouvoir mettre le plateau en place pour la séquence suivante. J'ai le plaisir donc ce soir de vous présenter, tout le monde le connaît dans la profession, les Français le reconnaissent, il sévit. J'ai le plaisir donc de vous présenter un léger panégyrique, je sais que vous n'êtes pas beaucoup de ça, de mon ami Philippe Briand, donc, qui est le parrain de cette promotion 2012. Alors mon cher Philippe, tu viens au monde dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans une région où tu n'as pratiquement jamais quitté. D'ailleurs, tu en as l'accent, tu es une espèce de frappant sur les valeurs culturelles de ce pays, de ce territoire. Mais je dirais qu'au-delà de ça, de ce petit clin d'œil, tu es un homme d'engagement et de fidélité par rapport à tes valeurs. Tu es un homme de proximité par rapport à ces valeurs qui a toujours su rester très en contact avec le monde du réel, tout l'important arbitrage que tu as dû faire dans ta carrière en avril 2004, et on dit nous y reviendrons. Donc, homme d'engagement, tu t'engages en politique, jeune, à 23 ans, puisque tu es élu en 1976, comme conseiller municipal, une étape d'un engagement politique local, au sein d'un grand parti de rassemblement. On ne fait pas de politique ce soir, je peux vous dire, puisque le président normal c'est le rassembleur, et ça va aussi bien chez le président normal que chez un autre, il n'est plus forcément aux manettes qu'aujourd'hui. Donc très ancré effectivement dans le monde réel, tu t'engages effectivement en politique, jeune,
et tout de suite tu rencontres, on va dire, le succès. Puisque très rapidement, étant à 23 ans un des plus jeunes élus de France, tu deviens maire peu de temps après, 5 ans après. Tu deviens ensuite conseiller régional et vice-président du conseil régional du centre. Donc déjà le centre, homme de proximité, homme d'équilibre, on voit que tu étais sur la bonne trajectoire, sur le bon socle pour devenir un brillant, merci, homme politique et chef d'entreprise. Tu regardes bien sûr au-delà de la fonction territoriale pour quand même aller titiller le Paris, puisque tu deviens parlementaire et député d'Indre-et-Loire, toujours dans cette belle région centre, en 1993. Vice-président de ton groupe de rassemblement à l'Assemblée, régulièrement réélu d'ailleurs, malgré les multiples alternances qui sont l'expression démocratique de notre beau pays. Puis, dans le cadre du gouvernement Raffarin III, on te propose effectivement de devenir, en avril 2004, secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, encore, je dirais, cet attachement au territoire, avoir les deux pieds effectivement dans le monde du réel. Et là, tu regardes quel pourrait être ce développement, je dirais, assez globalement au service des autres, si tu en faisais, je dirais, un peu, tu donnais l'exclusivité à la carrière politique. Et comme tu es un homme d'entreprise, la formation universitaire tournée vers les échanges, vers le commerce, fait que tu fais le choix courageux, rarissime en France, de dire j'abandonne mon poste ministériel pour me consacrer à mon entreprise. Et les cas inverses foisonnent dans ce joli pays. Il suffit de tourner le bouton de la télévision le soir à 20h, et on a tout le contraire, les gens qui effectivement se figent, se calcifient dans la fonction politique, quitte à ne plus forcément pour certains y apporter grand-chose. Donc effectivement, tu portes ce regard équilibré, les deux jambes, une au service des autres, dans une fonction de parlementaire, où là aussi, tu progresses, puisque tu es vice-président de ton groupe de rassemblement à l'Assemblée nationale, et puis même tu es même reconnu par tes pairs dans une fonction dont on pourrait considérer, lorsqu'on ne la connaît pas, qu'elle est honorifique, mais qui est difficile, qui est celle de questeur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire parmi les 3 parlementaires qui sont appelés à gérer le budget globalement de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas forcément un job facile, puisqu'il y a toujours 2 parlementaires de la majorité et 1 de l'opposition. Là aussi, tu as alterné, puisque tu t'es retrouvé à un moment donné questeur côté majorité et questeur côté minorité. Et je crois avec le même niveau de confiance, y compris par rapport à des présidents d'assemblée qui ont pu changer, avec le même niveau de confiance qui t'est attribué, parce que tu es aussi dans l'âme un gestionnaire pragmatique. Et gérer l'entreprise, c'est une chose, mais arriver à se mouvoir dans des entités idéologiques qui composent l'Assemblée nationale et qui sont aussi diversifiées, notamment aujourd'hui, je crois que la chose n'est pas évidente, et tu as été à nouveau élu député et à nouveau, effectivement, désigné et élu par tes pairs comme questeur de l'Assemblée nationale. Donc je crois que, homme de l'indispensable lien entre les individus, tu avais donc parfaitement ta place, je crois, comme parrain de cette belle promotion de l'Esprit 2012. Patron d'entreprise, tu nous as donné ce qui t'avait permis de mettre le pied dans le monde de l'entreprise par cette insuffisance en tant que client constatée chez sa professionnelle. Tu prends l'entreprise, tu la développes pour en faire aujourd'hui, je ne voudrais pas vexer les éminents professionnels qui sont là présents, mais je crois le 4e ou 5e groupe national, peut-être mieux encore, mais je crois 4e, 3e. Voilà. Comme quoi il faut être dans le coup, hein. Il ne faut pas louper un TGV, hein, même pour tout. Voilà. Donc 3e groupe national, c'est quand même une belle réussite. Et donc merci à toi, mon cher Philippe, d'avoir accepté d'endosser cette responsabilité de parrain de cette belle promotion 2012 de l'Esprit de l'École supérieure des professions de la vie. Merci à toi. Oui, parce que ça ne va pas être facile. Je parle avec les mains, alors il risque d'y avoir un accident.
Non. Cher Christian, d'abord un grand merci. Un grand merci. Je suis très touché, très honoré d'être votre parrain ce soir. Si on m'avait dit qu'un jour je serais parrain à l'ESPI, je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai connu l'ESPI avec Henri Buzicazo, c'est lui qui m'a tiré là. Le groupe était encore un peu plus petit, il était plus petit. Il me dit, il faut que tu t'intéresses au mécanisme de ces écoles et au développement et au travail qu'il fait. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'excellente formation que vous avez. C'est un beau passeport que vous avez pour vos vies. Et puis, il y a une forme de clin d'œil. Je m'aperçois que vous avez tous des écharpes bleues. C'est exactement la couleur de Scythia. Je ne voudrais pas vexer mon éminent collègue, Philippe Poiselet, qui est là tout à l'heure, et qui a fait l'amitié de monter sur scène. Mais ils ont déjà une partie d'uniforme pour venir chez moi, tu vois, Philippe. Le recrutement est en cours, c'est présélection. Bon. Mais d'abord, je vais vous dire, pour raconter une anecdote, tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai une vie formidable et je vous souhaite à tous d'avoir une vie formidable. On peut décider d'avoir une vie formidable, à condition de s'engager, de faire des choses. Vous avez choisi un métier, c'est l'immobilier. Dans l'immobilier, c'est un métier dans lequel il y a toujours besoin de monde. Hein. La promotion peut aller plus ou moins bien, mais les métiers de gestion sont là. On peut arriver avec un esprit ouvert à toujours trouver du travail, à condition d'être travailleur, d'être courageux, d'être honnête, d'avoir toutes ces qualités qui sont extrêmement fortes. Mais il faudra sortir de mon métier, et vite. Moi, j'ai commencé par la vie publique. En fait, rien m'y prédisposait. Ma mère était coiffeuse, mon père travaillait au Hall. Je voulais devenir coiffeur. La conseillère d'orientation a dit finalement j'étais pas trop mal, que je pouvais passer un bac. Pas trop courageux, j'ai passé un bac technique. Ça s'est bien passé, je suis rentré à l'IUT. Le bon sens près de chez moi. J'avais pas à partir très loin. C'est d'ailleurs sur cette phrase que j'ai été recruté, parce qu'à l'époque, il y avait des jolies concours. Petite note d'humour, ça fait toujours du bien. Et puis, j'ai fait de la politique parce que, pour moi, il y a toujours deux tempéraments. Il y a ceux qui décident pour vous, et vous qui pouvez décider pour vous-même. Et quand j'ai commencé dans la politique, c'est parce que, alors à l'IUT, je voulais une fiole pour ma petite copine, déjà les problèmes du logement, sans le savoir. Et on m'a dit, il faut que tu prennes une carte à l'UNEF parce qu'il gère un petit peu le Crous et tout ça. J'ai trouvé que c'était du racket. Ce jour-là, j'ai décidé de faire une liste indépendante, on s'est présenté contre eux. On les a sortis de la fac, puis après on les a sortis de l'université. Et c'est ma rencontre avec la politique. Rencontre avec Jacques Chirac, que j'aurais accompagné pendant des années. J'ai une petite pensée pour lui parce que j'en avais lui de ma vie. Et puis, Chirac fait une tournée de province, les territoires. Je l'ai d'être élu maire. Et il me dit, il faut que vous soyez candidate aux élections législatives. Je l'ai été, j'ai gagné. Et puis j'ai soutenu en 95. En 95, j'étais persuadé qu'Édouard Balladur allait gagner les élections. Mais Chirac m'a fait devenir député. Et j'ai souhaité lui rester fidèle. Et Chirac est devenu président de la République. La fidélité et la loyauté. Et un jour, Chirac, on refait un gouvernement, Raffarin III. Je l'avais vu quelque temps avant, il m'avait parlé de rien. Je déjeunais avec Michel Alliot-Marie et Henri Cuq. On liquidait le RPR, on était en pleine création du UMP. Et mon téléphone sonne. On déjeune. J'arrête. 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 Je coupe. Je finis de déjeuner, tout se passe bien avec Michel Alliot-Marie et Henri Cuq. On quitte l'hôtel de Brienne, le ministère de la Défense, il était 16h. Et je rentre vers l'Assemblée. 16h30, je dis merde, j'ai pas branché mon téléphone, je le rebranche, et là je vois, vous avez un message. Je prends, et là j'entends, mais bordel de Dieu, tu réponds à ton gringrin, oui ou non? Repeat, 2 fois le message. Alors, je suis prudent parce qu'il y a beaucoup de plaisanteries du côté de la presse dans ces moments-là, et plutôt que de faire la fonction rappel, j'appelle l'Élysée. Et je récupère la secrétaire du président, et je lui dis, il semble que
Le grand me cherche. Elle me dit, je te le passe. Et Chirac me dit, bon, t'es ministre. Je suis ministre de quoi? T'es ministre de l'aménagement du territoire. Enfin, t'es secrétaire d'État. Ah, l'aménagement du territoire. Il n'y a pas autre chose que le lycée. Si tu veux, tu peux aussi être ministre de l'aménagement du territoire. Moi, je dis, je pense que je vais prendre l'aménagement du territoire. Elle me dit, c'est aussi ce que j'aurais choisi. Et là, tu raccroches ton téléphone, tu es tout seul au milieu de la course, mais surtout, tu ne dis à personne parce que ça peut changer jusqu'à l'annonce. Tu vas dans un bureau à l'Assemblée, tu t'assois et t'attends la prononciation rituelle du gouvernement de la France. Le secrétaire général de l'Élysée sort, toujours blanc. Vous avez remarqué, les fonctionnaires, plus ils bossent, plus ils sont blancs. Même quelquefois, ils finissent par devenir comme le bonhomme du 7e, là, quasiment vert. Et il annonce d'une voix monocorde tout le gouvernement. Secrétaire d'État, on est à la fin. Alors c'est long quand on attend. Et puis tout d'un coup, ça sort. Et alors là, votre téléphone, il devient rouge incandescent. C'est fou le nombre de copains qu'on a qui ont besoin de vous appeler pour vous féliciter à ce moment-là. Et le lendemain, je me rends vers mon ministère. Moment inoubliable des taxis de Paris, j'arrive à la gare, comme tout bon provincial. Je monte dans un taxi qui était conduit par un Gabonais, c'était en France, et qui s'entêtait à la conversation que je l'ai nommé au gouvernement. Et on arrive au fameux ministère, on arrive à la barrière, la gendarmerie nationale se met dans le travers, et là, il y a le Gabonais qui sort la tête qui fait « Mais je vous amène le ministre !» Ça ne m'étonne pas que c'est le bazar, ils ne reconnaissent même pas leur ministre ici. La barrière s'ouvre, je rentre, et c'est mon entrée officielle au gouvernement. Moment énorme d'émotion. Vous êtes à l'Élysée, dans le salon des ambassadeurs, la porte se ferme, il y a uniquement le gouvernement. Et pour reprendre cette très belle phrase de Jacques Chirac, à ce moment-là, je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à ces gens simples et droits dont nous sommes tous issus. Grosse émotion. La République, c'est fort. Ça peut permettre à des gens qui ont fait de la politique par conviction, pas uniquement par école, un jour d'occuper des fonctions et de pouvoir changer les choses. Mais il y a là une difficulté. J'ai une entreprise. Loi de 1958, Constitution. Quand vous rentrez au gouvernement, vous ne pouvez pas exercer une autre activité professionnelle, ni percevoir aucune rémunération d'aucune sorte. Laurent Fabius, Premier ministre. Création de l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous n'êtes pas redevable de l'ISF si vous percevez une rémunération de votre entreprise. Inconciliable. Non, les deux deviennent inconciliables. Et là se pose le problème. Est-ce que je dois rester au gouvernement? Une vie de combat, de passion, d'expression. Ou est-ce que je dois rester dans mon entreprise? On cherche des solutions, Chirac me fait venir, il me dit, putain, mais t'es fait pour faire de la politique. Tu vas faire ça et après, tu prendras l'équipement. T'as qu'à te vendre ton grain-grain. Mais, dans mon grain-grain, comme il dit, il y a des femmes, il y a des hommes. Ils m'ont fait confiance. Un jour, on s'est rencontrés. Je les ai embauchés. Je leur ai parlé d'une ambition commune, de quelque chose à construire. Et ils sont venus là, certes, parce qu'ils cherchaient un job, comme la plupart d'entre nous, mais parce qu'il y avait un feeling et qu'on avait commencé quelque chose de fort. Et là se pose ce dilemme. La vie politique ou l'entreprise. Pendant 3 semaines, très difficile. Alors je le dis à Chirac, Chirac dit bien, il doit bien y avoir une solution, il peut venir à Farin, le secrétaire général du gouvernement, et il pose la question au FGG, il dit, mais il n'y a déjà pas eu un cas comme ça? Et le secrétaire général du gouvernement, un peu la tête du croque-mort de Lucky Luke, vous voyez.
encore raté l'école du rire. Il fait si, Monsieur le Président, il y a bien eu un précédent, c'était pour Bernard Tapie. Chirac dit alors, comment ça s'est réglé? Eh bien, le président Mitterrand a mis entre parenthèses la fiscalité et la situation personnelle de M. Tapie pendant le temps où il était au gouvernement. Chirac, putain, c'est un précédent, on peut l'appliquer. Et là, je lui dis, tu sais, Tapie, quand même, un an de cabane, si on pouvait m'éviter ça, ce serait pas mal. Et j'ai décidé de sortir du gouvernement. Toujours de faire de la politique, avec des gens qui sont passionnants, qui méritent bien mieux que l'image qu'ils ont dans le monde. Vous n'imaginez pas ce que ces gens-là se donnent de la peine et la force de leur conviction. Mais j'ai choisi mon entreprise. Et mon entreprise parce que j'y suis très attaché. C'est comme une famille. Jackie Lorenzetti, qui était l'un des grands promoteurs de ce métier, qui a créé Foncia, qui a industrialisé un petit peu ce que nous faisons, avait une phrase qui disait « Il faut penser en stratège et agir en primitif ». Et il a développé cette très grande entreprise. Je salue ceux qui sont de chez Foncia ce soir. Et ça, c'est la rencontre. Il y avait deux grands patrons de groupe que j'ai bien connus, qui étaient Jackie Lorenzetti et puis Bernard Joineau, qui présidait au groupe Gestrine. Deux modèles extrêmement différents. Jackie tenait les choses au carré. Bernard donnait plus d'indépendance à ses cabinets. Et on se voyait souvent, tous les trois. Ça ressemblait un peu au clan des Siciliens. Il y avait Gabin, Ventura, Delon. J'étais le plus jeune, c'était moi Delon. Et je les ai regardés faire, et j'ai beaucoup appris avec eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être curieux. Il faut regarder comment font les autres. Et puis après, je regardais ces belles familles de l'immobilier. Des maisons qui ont réussi, qui sont restées des maisons. Tout à l'heure, il y avait M. Daucher, Jérôme. Quelle belle marque. Il y avait Philippe Loiseret. Quelle belle aventure et quelle perpétuelle innovation. Et on s'est inspiré un peu de tout ça, puis on a mis un peu de notre culture, et on s'est développé. Et on a appris des choses. On a appris qu'on pouvait industrialiser le métier, mais à condition de se régionaliser, de respecter chacun des endroits, de faire attention aux autres. Et on s'est plutôt bien développé, puisque Citia, aujourd'hui, c'est une bonne centaine d'agences, et une ambition quand même, c'est d'être présent dans toutes les préfectures en France, pour pouvoir avoir un vrai maillage national. Parce que quand on a un maillage national, on peut faire une communication qui est globale, et puis on peut intéresser de grands promoteurs, à nos amis de chez Bouygues. Tout à l'heure, j'ai vu Philippe Josset qui était là, avec qui on travaille, parce que finalement, on peut avoir le même traitement pour l'ensemble de vos clients. Et ça, c'est quelque chose d'important dans votre offre. À vous, je voudrais vous souhaiter plein de bonheur et une belle vie. Et cette vie, c'est vous qui allez la faire. Il faut vous engager à fond. On a parlé de la crise, de l'économie qui changeait, etc. Mais tout le temps, on n'a rien comme problème. Rien. Vous imaginez ce que c'était de vivre entre 40 et 44 ? Sur un simple coup de fil de la dénonciation de votre voisin qui était là, on venait vous arrêter le matin, on vous déportait. Vous imaginez ce que c'était la crise, c'est